N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Trafic de drogue, de produits contrefaits, piratage ou encore exportation de travailleurs à l'étranger, on dirait que la Corée du Nord se fait de l'argent de manière pas très religieusement correcte. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on vous dira comment la Corée du Nord gagne de l'argent. Et non, ce n'est pas en exportant des brioches. La Corée du Nord est une grande puissance mondiale, en tout cas, c'est ce qu'elle affirme. Elle a toujours souhaité atteindre ses consoeurs asiatiques, la Chine et le Japon, sur le plan économique. Et qui dit puissance dit forcément argent et richesse. Et qui dit argent abondant implique, entre autres, les activités illicites. Pour s'enrichir, la Corée du Nord n'hésite pas à faire du trafic de drogue, une des activités principales, n'en déplaise à certains. C'est en 1970, sous le régime de Kim Jong-il, que la Corée du Nord se lance dans la fabrication, l'acheminement et la vente de stupéfiants illicites. Avec le temps, l'État ne tient même plus à garder le secret. Il passe aux choses sérieuses et commence à fabriquer et à exporter les méthamphétamines, une drogue de synthèse extrêmement addictive. Fabriquées dans des usines spécialement dédiées à cela, des quantités faramineuses de ces stupéfiants sont écoulées principalement en Corée du Sud et au Japon via des petits trafiquants de quartier. Un excellent moyen pour le pays de faire rentrer des devises et d'alimenter les caisses du régime de Pyongyang. La Corée réussit grâce à ce business juteux à gagner des milliards de dollars chaque année. Et ce chiffre constitue environ 70 à 80% des devises récoltées de manière illégale. Forcément, la Corée du Nord se met à dos plusieurs pays qui ne sont pas très contents de cette situation. Mais en tant qu'État purement communiste, la dernière des choses qui devrait le déranger, c'est que le reste du monde soit contre lui. Tu m'étonnes que grâce à ça, Pyongyang ait réussi à financer son programme d'armement nucléaire. Kim Jong-un a toujours fait tout ce qu'il voulait dans son pays. Ce n'est un secret pour personne. Alors, ce n'est pas quelques activités illicites qui vont entraver son chemin. Pour assurer des revenus solides au pays, le leader encourage la cybercriminalité. Oui, comme ça peut paraître choquant pour vous, mais pas pour lui. En gros, il n'hésite pas à aller se servir dans la poche des autres en usant de son arme la plus redoutable, les génies de l'informatique. Jong-un recrute pour ça la crème des pirates informatiques parmi les meilleurs élèves des universités du pays. 1600 à 6000 hackers travaillent sur des programmes de raquettes en ligne ou sur des sites de jeux illégaux, des petits coups de routine pas méchants. Mais leurs plus grands coups ont été principalement le piratage de Sony Pictures Entertainment. La diffusion du logiciel malveillant WannaCry qui avait infecté 300 000 ordinateurs dans 150 pays en 2017 et, plus grandiose encore, un véritable coup de maître, le cyberbraquage de la Banque centrale du Bangladesh qui leur a permis de se faire la somme de 81 millions de dollars. On raconte qu'en 2016 et en août 2019, la Corée du Nord aurait gagné plus de 2 milliards de dollars avec ses attaques sur les banques et les crypto-monnaies. À ce propos, Kim Jong-un dérobe plusieurs centaines de millions de dollars de crypto-monnaies chaque année. Et, d'après les estimations, le pays aura dérobé 400 millions de dollars rien qu'en 2021. Et oui, ça coûte cher le financement d'un programme nucléaire et de missiles balistiques. Des vols à ciel ouvert qui font que Kim Jong-un est aujourd'hui détesté par les 3/4 du monde, mais aussi très craint. Attention à ce qu'on ne l'énerve pas trop. En tout cas, avec les millions de dollars qu'il se fait avec ses activités, le leader a largement de quoi se calmer. Maintenant qu'elle trafique dans les stupéfiants et qu'elle s'adonne à la cybercriminalité sans trop se cacher, la Corée du Nord a décidé qu'il fallait s'en mettre plein les poches encore davantage. Et cette fois, elle a mis à profit sa classe ouvrière. Chaque année, des milliers d'employés sont exportés à l'étranger, principalement en Chine, en Russie et au Moyen-Orient, pour travailler dans des entreprises de textile, des chantiers de construction ou dans l'exploitation forestière. Toutes ces entreprises sont complices de l'État. Pourquoi complices ? Parce que tout simplement, les employés travaillent dans des conditions désastreuses pendant 20 heures par jour sans recevoir de salaire ou peut-être un salaire dérisoire. Allez, on va faire une petite devinette. Qui c'est qui empoche le reste et qui se taille la part du lion ? Pas dur à deviner. Kim Jong-un déverse les salaires à des entités contrôlées par le pouvoir. Cela représente un revenu conséquent allant jusqu'à 200 millions de dollars pour le régime. Chose qui fait grincer les dents l'ONU qui accuse la Corée du Nord d'exploitation abusive sur son propre peuple. Mais croyez-vous que Kim Jong-un se fie à ce qui lui est reproché ? Le plus important, c'est que les caisses du pays soient pleines à craquer, peu importe les dommages que ça induit. Après la guerre de Corée, l'économie de la Corée du Nord agonisait. Cela a poussé le dirigeant de l'époque à solliciter l'aide d'autres pays communistes pour se remettre sur pied. Ainsi, le pays s'est mis à gratter de l'argent chez plusieurs États du bloc communiste, à savoir l'URSS, la Chine, la Bulgarie et la République démocratique allemande.
Cela a permis au pays de se reconstruire et dépasser par la même occasion la Corée du Sud sur le plan économique. La Corée du Nord a profité de cet élan de générosité de la part de ces pays socialistes, ainsi que de l'accalmie qu'il y avait entre eux, pour arracher subtilement des concessions économiques à la Chine et à l'Union soviétique. Ainsi, le pays a pu sortir la tête de l'eau dès les années 60, et est même devenu l'économie la plus forte d'Asie derrière le Japon, soutenue par les républiques socialistes qui se fournissaient en acier, machines-outils et locomotives nord-coréennes en échange de pétrole et de céréales. Le taux de croissance annuel a dépassé les 25% pendant les 10 années suivant la guerre de Corée. Même si l'économie du pays a beaucoup souffert, il faut croire que la Corée du Nord a su s'agripper à la bonne corde et se sauver. Toujours après la guerre de Corée et après que la Corée du Nord ait enfin sorti la tête de l'eau, elle a décidé de retrousser ses manches afin de renflouer les caisses et de se constituer sa propre richesse. Le pays s'est donc mis à fabriquer et exporter des armes. C'est ainsi, en 1980, que la Corée du Nord n'est reconnue comme un vendeur d'armes légal principalement pour les pays du tiers-monde. C'est logique. Elle vendait des armes techniquement peu sophistiquées mais fiables et à bas prix. D'ailleurs, pendant la guerre Iran-Irak, elle a fourni 90% à ses alliés iraniens et a ainsi empoché 4 milliards de dollars. Ensuite, le pays a connu une grande expansion des technologies nucléaires et antimissiles. En 2001, la vente des missiles s'est élevée à 560 millions de dollars. En 2006, le pays a réalisé des essais nucléaires aux armes nucléaires et aux missiles balistiques dans certains pays, dont la Birmanie, la Syrie et l'Iran. Pour la sanctionner, l'ONU décide de lui interdire ou du moins limiter l'exportation de divers types d'armes, y compris les armes légères de petit calibre. Une sanction qui a fortement déplu à la Corée du Nord, qui n'est pas du genre à se plier aux ordres. L'État s'est finalement constitué un réseau étendu et complexe de vente d'armes en se servant principalement d'entreprises de façade. Ce qui fait que l'acquisition, la commercialisation, la vente d'armes et le matériel militaire et les exportations d'armes sont devenues malgré les interdictions l'une des principales sources de devises de la Corée. Elle lui rapporterait environ 100 millions de dollars par an à côté des sommes mirobolantes gagnées grâce à l'exportation d'autres produits tels que le charbon, le minerai de fer, le sable ou encore le gravier. Mais aussi des produits chimiques, l'huile de soja, des produits de la mer ou du textile que le pays vend bien sûr en toute légalité. La Corée du Nord compte beaucoup sur son tourisme pour alimenter ses caisses. Il s'agit d'un grand secteur économique malgré le fait qu'il soit extrêmement réglementé. Pour attirer ses touristes chaque année, la Corée du Nord vante ses paysages naturels et son passé historique très riche, dont les vestiges sont classés au patrimoine de l'UNESCO. Depuis qu'il est au pouvoir, Kim Jong-un a fait du tourisme une force pour le pays en adoptant une attitude différente de ses prédécesseurs. Il a investi des capitaux dans les projets touristiques, permis l'accès à des zones autrefois interdites, encouragé les attractions et activités destinées au tourisme, etc. En 2019, 350 000 Chinois et environ 5 000 Occidentaux auraient visité la Corée du Nord, ce qui a largement contribué à faire entrer des devises dans le pays. Même si ce dernier souffre à cause des sanctions économiques de la communauté internationale, le secteur du tourisme, lui, n'est pas touché. Au contraire, il permet aussi d'influencer l'opinion étrangère sur le pays, qui est d'ailleurs membre de l'Organisation mondiale du tourisme depuis 1987. Comme quoi, ils ne font pas tout de façon illégale, mais il faut pas croire. Après les essais balistiques et nucléaires menés par la Corée du Nord, et que le Conseil de sécurité de l'ONU ait adopté de lourdes sanctions contre lui interdisant ses exportations de textiles et réduisant ses approvisionnements en pétrole, Kim Jong-un a décidé de ne pas se laisser faire. Impossible pour la Corée du Nord de renoncer à l'exportation de textiles, qui représente à elle seule une importante source de devises étrangères. Parmi les pays collaborateurs, la Chine qui fournit la matière première, laquelle est transformée en vêtements ou en produits de luxe, dans des usines nord-coréennes à la main-d'œuvre bon marché. En effet, l'industrie du textile est l'une des principales exportations de la Corée du Nord, qui avance des recettes de près de 750 millions de dollars. Le pays a l'habitude d'exporter vers la Chine et la Russie. Cette sanction, si elle reste applicable, fera pression sur l'État nord-coréen à long terme. Cela fera certainement réagir le dirigeant qui ne doit fermer en aucun cas l'un de ses nombreux robinets de devises rentrantes. Nous vous avons déjà parlé du trafic de stupéfiants qui apporte des sommes ahurissantes à l'État. Le régime nord-coréen a pensé à faire une autre sorte de trafic. Des trafics qui soient en même temps passe-partout et très juteux. C'est ainsi que le pays s'est lancé dans le trafic de produits contrefaits, de cigarettes et de la contrefaçon de monnaie, ainsi que du commerce de produits interdits, comme les cornes de rhinocéros, de minéraux illicites et les diamants de conflit.
Le pays va même plus loin en exportant des pilules de Viagra contrefaites. Et tous ces trafics sont gérés par la Division 39, une organisation gouvernementale secrète de la Corée du Nord qui fait appel à des responsables militaires, à des bureaucrates et à des membres du corps diplomatique pour organiser la fabrication, la distribution de produits criminels et à superviser toutes ces activités illégales. Bon, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est que ce n'est plus un secret pour personne que la Corée du Nord trafique tout ce qui est traficable. D'ailleurs, c'est monnaie courante chez eux. Elle est donc un peu grillée. Mais puisque tout cela rapporte gros, je doute fort que le régime se soucie de ce que pense la planète entière. Tout à l'heure, nous parlions des travailleurs nord-coréens que l'État envoie en tant qu'esclaves dans d'autres pays pour se faire de l'argent sur leur dos. Eh bien, la Corée du Nord a quand même décidé de garder une petite partie de ses employés pour elle. Avant 2016, le pays possédait une zone industrielle d'une superficie de 66 km², près de la frontière avec le Sud. Cette zone accueillait des dizaines d'entreprises sud-coréennes faisant travailler 50 000 ouvriers du Nord. Vous devez penser que c'est généreux de sa part, mais non. Là encore, Pyongyang exploitait ses ouvriers en confisquant leur salaire, ou du moins une bonne partie, ce qui lui faisait un revenu annuel avoisinant les 100 millions de dollars. En février 2016, suite à plusieurs discordes d'ordre politique entre les deux Corées, Pyongyang ordonne aux Sud-Coréens de quitter Kaesong. Et les troupes nord-coréennes prennent le contrôle sur la zone. Les Sud-Coréens n'ont d'autre choix que de laisser les 120 entreprises et les actifs estimés à 663 millions de dollars. Vous devez certainement croire que ça fait un petit trou dans le portefeuille nord-coréen, mais non. Le pays a décidé en 2017 de rouvrir, bien sûr sans l'accord des Sud-Coréens, 19 usines textiles de la zone, en empochant tous les gains de leur activité. La Corée du Nord continue donc d'exploiter ses propres travailleurs de manière abusive en les faisant travailler dans des usines qui ne lui appartiennent pas et empochent tout le pactole. C'est ce qu'on appelle de l'art. Alors que pensez-vous de ce qui a été dit dans cette vidéo? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de l'économie nord-coréenne. N'oubliez pas de faire un tour sur nos autres vidéos sur la Corée du Nord, mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.